donc on se retrouve sur le workshop qui suit, donc avec Aurélie et Élise qui vont nous parler de votre reconversion professionnelle, 5 clés pour votre entreprise. Ça, c'est vrai que c'est très intéressant, une reconversion, ou en tout cas, quand on est en création d'entreprise, bien réussir sa reconversion, sa reprise d'entreprise. Donc, nous allons accueillir, pour la société FFCEL, qui est, il me semble, basée également au Luxembourg. Bonjour, mesdames. Bonjour. Bonjour. Donc moi, je suis Élise Patelet et voici mon associée Aurélia Fett. Donc en fait, on représente la Fédération des femmes chefs d'entreprise. Aurélia est présidente et membre depuis de nombreuses années. Et nous sommes en fait également en parallèle de cette fédération avocate et nous nous sommes associés au 1er janvier pour créer Bilex. Et Bilex, c'est le cabinet qui présente et propose la pratique du droit à 360 degrés pour les indépendants et par exemple pour les businesswomen en herbe que nous avons certainement avec nous dans ce workshop. Parfait, donc merci beaucoup. On est ravis de vous accueillir sur cette première édition luxembourgeoise. Vous m'avez l'air super dynamique, j'ai l'impression qu'on va apprendre plein de choses pendant ce workshop. En tout cas, donc n'hésitez pas à prendre rendez-vous, je parle en tant que, voilà, si vous nous écoutez aujourd'hui avec FFCEL, vous allez avoir la page directement sur les commentaires. Il reste quelques places pour les rendez-vous, je pense, mesdames, pour vous. Oui. Voilà. Je ne sais pas si on peut discuter en direct avec vous sur votre table aussi. Donc, le Click and Meet qu'on a lancé aujourd'hui. Je ne sais pas si vous l'avez pris aussi. Voilà. En tout cas, je vous laisse. Donc, vous avez 25 minutes pour présenter votre workshop et après, on garde quelques minutes pour les questions-réponses. En tout cas. Okay. À tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Merci. Donc en fait, enchantée. Le sujet de de ce qu'on propose comme workshop en notre qualité de juriste, c'est les 5 étapes clés pour réussir votre projet d'entreprise. Vous avez certainement vu la petite présentation qu'on a circulée, et donc on va aborder ensemble 5 points. Donc là, le premier contexte, la première étape quand on est juriste, on pense beaucoup à ça, mais on doit aussi y penser quand on est entrepreneur, peu importe le business qu'on lance, c'est un peu définir le statut juridique de notre entreprise. Donc à Luxembourg, comme en France et comme dans des pays voisins comme la Belgique, on marche un petit peu toujours sur le même principe. Une entreprise peut avoir 2 statuts, donc la forme d'une société commerciale, comme une société anonyme, une société à responsabilité limitée, une société en commandite par action et une société par action simplifiée. Mais aussi, on peut choisir de ne pas constituer une société et de exercer ou développer son projet en son nom propre, et ça on appelle ça une entreprise personnelle. Donc on n'a pas les mêmes obligations, on n'a pas le même statut juridique. Quand on a une société, on a une personnalité juridique différente, et quand on est un entrepreneur individuel, un petit peu comme nous les avocats, on contracte et on développe son business en tant que personne, donc moi, Élise ou Aurélia. Voilà. On peut aussi développer son projet sous forme d'association. Une association, donc pour rappel, ça ne peut pas avoir de but lucratif, mais ça doit proposer un intérêt pour des besoins publics ou des besoins, on va dire, plus sociaux. Voilà. Donc à Luxembourg, on n'a pas ça. En France, et je sais qu'il y a beaucoup certainement de Françaises qui sont connectées sur ce workshop, on a aussi le régime de l'auto-entrepreneur. Donc l'auto-entrepreneur, c'est une entreprise individuelle, et on a une certaine facilité au niveau de tout ce qui est charges sociales, impôts et organisation juridique. Voilà. Ça n'existe pas à Luxembourg, malheureusement. Donc à Luxembourg, quand on est dans une entreprise individuelle, on a un petit peu plus une complexité administrative, mais ça, on va voir ça dans les prochains points avec Aurélia. Voilà. La seconde étape, c'est définir un peu le lieu où on va proposer ses activités, développer son business, développer sa surface commerciale. Donc Aurélia, toi, c'est quoi un peu tes observations? Qu'est-ce que tu as déjà vu? Voilà. Donc voilà, effectivement, si vous voulez donc exercer une activité commerciale, artisanale à Luxembourg, la première étape, c'est bien entendu donc de demander auprès du ministère des classes moyennes une autorisation d'établissement.
Donc, pour demander cette autorisation d'établissement, vous allez devoir envoyer auprès du ministère des classes moyennes donc certains documents, et il est conseillé donc lorsque vous faites votre demande d'autorisation d'établissement d'envoyer également donc un projet donc de vos statuts. Alors, une observation très importante, c'est que souvent les futurs entrepreneurs ne font pas les choses dans le bon ordre, à savoir on a tendance à voir que les sociétés sont d'abord constituées et ensuite l'autorisation d'établissement est demandée. Il est conseillé donc de faire le contraire, donc de demander d'abord son autorisation d'établissement en annexant un projet de statut, et ensuite, une fois l'autorisation d'établissement donc accordée, de constituer donc sa société. Alors, pour constituer donc, et pour avoir une autorisation d'établissement, le ministère des classes moyennes va aussi donc demander donc un contrat de bail. Parce que ce qu'on veut évidemment éviter, c'est d'avoir des sociétés boîtes aux lettres. Donc, si vous exercez une activité commerciale au Luxembourg, vous devez donc impérativement avoir un siège social fixe, raison pour laquelle donc le ministère va vous demander évidemment un contrat de bail. Et adapté à vos besoins. En fait, le ministère regarde ce que vous faites. Si vous vendez, je ne sais pas moi, des hot dogs, il vous faudra une surface commerciale bien spécifique et aménagée spécifiquement. Si vous êtes avocat, bon, bah, c'est un petit peu plus un bureau. Si vous êtes, je ne sais pas moi, si vous êtes informaticien freelance, bah, votre activité est plutôt chez vos clients, donc on va avoir moins d'exigences sur la superficie. Mais il faut savoir que le ministère regarde tout ça parce que ce contrat de bail, ce local commercial doit être adapté aux besoins de votre activité. Donc ça, c'est aussi c'est aussi un deuxième point. À Luxembourg, comme en France, comme en Belgique et comme en Allemagne, on a aussi des règles d'urbanisme. Et les règles d'urbanisme, ça, les entrepreneurs n'y pensent pas souvent, mais il faut regarder comment est affectée la surface commerciale que vous envisagez de louer ou d'acquérir avec comment elle est classée au niveau du plan d'urbanisme. Parce que ça peut être très problématique. Par exemple, à Luxembourg, vous avez des quartiers où vous ne pouvez pas avoir de surface commerciale avec des passages de clients. Donc ça, c'est très problématique parce que même si vous contractez, vous pouvez être contraint par les autorités administratives et les autorités plutôt municipales de fermer votre business, et ça devient aussi très problématique. Donc ne jamais, comme on pourrait le dire un petit peu de façon un peu plus directe, ne jamais mettre la charrue avant les bœufs et donc bien se poser les questions, où je vais localiser mon business. Enfin voilà, le coût du loyer ou le coût de l'immeuble, c'est pas forcément quelque chose qui va être primordial pour vous. Il faut regarder toutes ces règles d'urbanisme, ces règles d'établissement, et voilà. Et puis avec le Covid et la situation un petit peu sanitaire particulière, on a aussi des questions sur le télétravail. Aurélia a beaucoup de clients qui sont établis en tant que salariés, mais qui travaillent depuis chez eux. Donc le télétravail, c'est aussi quelque chose qu'il faut régler et encadrer correctement quand on a son entreprise. Donc oui, effectivement, donc en ce qui concerne donc le télétravail, et bien maintenant effectivement avec la crise sanitaire, le télétravail c'est un peu devenu donc la règle. Auparavant, c'était donc beaucoup moins pratiqué, et notamment donc pour des raisons donc sociale, et notamment pour les travailleurs salariés, parce qu'effectivement donc si les travailleurs salariés donc venaient à travailler de chez eux, donc il y avait des conséquences fiscales et aussi des conséquences au niveau de la sécurité sociale, ce qui ne permettait pas donc effectivement de travailler donc tout le temps à partir de son domicile. Donc, la possibilité du télétravail était donc considérablement donc restreinte.
Maintenant, et puis, effectivement, donc, depuis le 20 octobre 2020, il y a donc une nouvelle convention donc, qui a été signée entre les partenaires sociaux et qui vise à préciser donc, certaines définitions et à permettre notamment donc, tant le télétravail donc, régulier que le télétravail donc, occasionnel. Cette convention, elle a été signée maintenant pour une durée donc, de 3 ans parce qu'effectivement, on a tendance à penser actuellement que même après donc, la crise sanitaire, le télétravail restera donc un mode d'organisation du travail, en tous les cas au moins donc, quelques jours par semaine. Maintenant, il va falloir effectivement encore voir comment donc, cela va pouvoir s'organiser tant au niveau donc, fiscal qu'au niveau donc, de la sécurité sociale. Donc télétravail possible, mais sous certaines conditions. Et il ne faut pas oublier qu'il y a des aménagements. Donc avant de permettre tout ça et de structurer son activité sous cette forme un petit peu plus de télétravail, il faut au préalable prendre certaines précautions, tant au niveau juridique qu'au niveau fiscal et aussi au niveau de vos assurances. Aurélia, elle est spécialiste en droit des assurances, donc elle peut vous dire aussi que ça amène d'autres problématiques en matière de responsabilité civile, accident du travail, etc. Donc voilà. Ce qu'il faut aussi, quand on mène et qu'on développe son business, il faut aussi constituer son équipe et mettre une petite stratégie. Donc pour constituer une équipe, il y a un petit peu deux possibilités quand on a son entreprise, c'est d'avoir plutôt, on va dire, un staff qui est composé de salariés ou aussi de freelance. Donc, un salarié vous amènera à la conclusion de contrat de travail. Un contrat de travail, ça peut être à durée déterminée ou à durée indéterminée. On privilégie, et la loi privilégie, comme en France, à Luxembourg ou en Allemagne, la loi privilégie en fait le contrat à durée indéterminée. Quand on a certains pics d'activité, on peut aussi aller vers un contrat à durée déterminée, mais ça, c'est sous certaines conditions et c'est vraiment beaucoup encadré et très, très encadré par les législations luxembourgeoises, françaises, belges et allemandes. Voilà. Vous pouvez aussi penser à travailler, à collaborer au début avec des indépendants, donc ce qu'on appelle assez souvent des freelances. On a des domaines comme le marketing, l'IT, etc., où là, vous avez beaucoup plus de gens qui ont l'habitude de contracter, de collaborer sous ces formes. Donc, un freelance, c'est tout simplement quelqu'un qui a un contrat de service et qui n'a pas conclu un contrat de travail avec vous et qui travaille pour vous sur des tâches très ponctuelles et très définies avec une rémunération sous forme de, on va dire, en fait, c'est des factures que vous devez payer. Donc, c'est vraiment comme un fournisseur. Voilà, il faut le voir comme ça. Vous pouvez aussi développer votre activité sous forme de partenariat pour pouvoir proposer à vos clients des services beaucoup plus complets. Donc les partenariats, c'est par exemple aller travailler avec quelqu'un, vous faites de l'IT, du développement IT, travailler avec quelqu'un qui va faire plus du marketing et de la communication pour pouvoir proposer à vos clients des sites internet performants et intéressants. Ça, vous n'êtes pas obligé par exemple de vous associer immédiatement, vous pouvez faire des contrats de collaboration, de partenariat, c'est parfaitement possible. Ensuite, une fois qu'on a un petit peu mis en place toutes ces considérations et toutes ces relations de travail, il ne faut pas oublier de poser un petit peu sur papier toutes les entre guillemets les règles du jeu. Donc il ne faut pas hésiter une fois qu'on a des salariés, à mettre en place des règlements internes pour la prise de congé, pour je sais pas moi, pour l'organisation du travail, les heures de travail, les venues au bureau, le télétravail, enfin voilà, tout ça. C'est très important en fait de mettre sur papier et d'organiser ces relations avec ses futurs collaborateurs. Voilà. Ensuite, pour nous, le dernier point, en fait, la dernière clé qu'il ne faut pas négliger et qu'il faut avoir dans son trousseau, si je puis me permettre ainsi, c'est l'avant-dernière, pardon, c'est les relations que vous allez établir avec vos clients. Donc, je passe le relais à Aurélia, qui est une spécialiste en la matière. Donc, voilà. Pour vos relations donc, avec vos clients, donc, vous avez le choix soit de mettre en place des contrats de prestation de services, soit plutôt de mettre en place donc, des conditions générales.
Le choix entre les deux va surtout dépendre en fait de votre domaine d'activité, de la branche dans laquelle vous exercez ou des missions spécifiques que vous entendez donc contracter avec vos clients. Et aussi la façon dont vous interagissez avec le client et que vous proposez vos services. Si vous proposez ça sous forme de plateforme, avec des contrats où on va dire le client adhère directement sur une plateforme à vos services, ça ne va pas être la même chose que quelqu'un qui a besoin d'interagir avec un client en réel et sur des missions et des tâches à délivrer bien précises. En tous les cas, donc, si vous décidez donc d'établir des conditions générales, vous ne devez surtout pas donc vous ne devez surtout pas oublier qu'il est absolument indispensable que ces conditions générales soient acceptées donc, par le client au moment même où le client donc, fait appel à vos services. Ce qu'on rencontre très souvent, ce sont donc des entreprises qui ont des conditions générales, par exemple, sur leur site internet et qui donc spécifient dans un email que les conditions générales se trouvent sur internet. Ce genre de mention n'est absolument pas valable. Il faut absolument donc avoir des conditions générales acceptées. Alors, si effectivement vous souhaitez que votre client donc accepte vos conditions générales en ligne, eh bien, il faut absolument donc prévoir donc ce processus sur votre site internet et surtout vous assurer donc avant de commencer donc votre prestation que ces conditions générales sont bien acceptées. Si ces conditions générales ne sont pas acceptées, eh bien, vous ne pourrez pas donc valablement les faire valoir. Ce qui peut vous empêcher donc d'invoquer par exemple une clause de juridiction donc exclusive des tribunaux luxembourgeois ou encore donc une clause pénale ou des intérêts donc qui seraient plus élevés que les intérêts légaux, etc. Donc ensuite, une fois que vous avez donc effectué votre prestation, une autre étape très importante, c'est bien évidemment donc la facturation. Donc vous êtes censé donc émettre votre facture donc le plus rapidement possible. Et c'est le moment le plus joyeux du business quand même, émettre une facture, c'est sympa. Et effectivement, donc l'émission donc de cette facture donc doit répondre à certaines conditions. Donc vous allez avoir des mentions obligatoires qui vont devoir impérativement donc figurer donc sur cette facture, comme donc votre siège social, votre numéro de TVA. Donc ensuite l'adresse du client, le montant facturé, la TVA appliquée, etc. Une fois que vous avez envoyé donc cette facture, si vous contractez donc avec une société commerciale, eh bien, il faudra donc rester attentif si cette facture est payée. Et si elle n'est pas donc payée dans les temps, eh bien, nous vous conseillons de l'envoyer assez rapidement donc par courrier recommandé avec accusé de réception, parce qu'il faut savoir que entre sociétés commerciales, une facture envoyée donc, et non contestée peut valoir comme facture acceptée, ce qui facilite quand même donc grandement le recouvrement en cas de si vous devez avoir recours à la justice. Voilà. Bon, c'est en fait une relation client. En gros, ce qu'on veut vous expliquer, c'est qu'une relation client, ça se gère de A à Z, de la prospection jusqu'au paiement final de vos services. Et c'est un point clé. C'est pour ça qu'on a choisi de vous le présenter. C'est vraiment un point clé pour l'évolution et le développement de votre activité et de votre projet. Après, je vais finir par le dernier point qui est le moins marrant. Le point qu'on aime tous, qu'on fait pas avec plaisir, mais qui fait vraiment partie de la vie d'un entrepreneur et de toute personne physique, c'est le point administratif et la relation de votre projet, de votre business avec les administrations. Donc il faut penser que
quand vous êtes dans le cadre d'une activité professionnelle, il faut absolument vous enregistrer auprès des organismes de sécurité sociale pour pouvoir contribuer à votre assurance maladie, assurance pension. Ça, c'est quelque chose de principal et de primordial chez nous. C'est obligatoire aussi, comme en France, Luxembourg et Belgique, hein, c'est toujours la même chose. Et il faut aussi gérer cette question des charges sociales pour vos salariés, si vous avez des salariés et des membres du personnel. Il y a aussi toute la partie impôt, donc il y a de l'impôt sur le revenu auquel il faut contribuer sur base de son activité. Hein. Votre activité, elle va générer un bénéfice qui va être imposable et soumis à l'impôt sur le revenu. Donc ça, c'est un point qu'il ne faut pas oublier. Et dans le cadre de l'émission de vos factures, Aurélia vous a déjà dit qu'il fallait des mentions, etc. Donc dans chacune des factures, en général, tout dépend vraiment de l'activité. Il y a des activités qui ne sont pas soumises à la TVA, mais il ne faut pas oublier ce point TVA. Le point TVA, c'est la taxe sur la valeur ajoutée. Tout le monde la connaît un peu. Tout le monde y contribue au quotidien sur ses dépenses personnelles, mais c'est aussi quelque chose de très important au niveau de la gestion d'une activité indépendante. Donc, on émet des factures avec TVA. La TVA, en fait, vous êtes un opérateur économique qui collectez la TVA de vos clients pour aller la reverser au trésor public. Donc, c'est très important. La TVA, c'est un point très important sur votre trésorerie, sur la préservation de votre trésorerie. Donc, la TVA n'est pas votre trésorerie. La TVA, c'est pour l'État. Voilà. Et puis, ensuite, pour finaliser un petit peu votre business, par exemple, nous, à Luxembourg, quand on a une entreprise, on va avoir des liens avec d'autres ministères. Je ne sais pas, moi, le ministère de l'économie, comme Aurélia vous avait dit, pour les autorisations d'établissement. Mais on a aussi à Luxembourg des plans de financement et de support pour l'entrepreneuriat et l'innovation. Donc, on a des acteurs comme Luxinnovation qui peut contribuer avec des subsides. Il y a des programmes comme le Fit for Start, le Fit for Digital qui peut aussi vous aider à développer votre business ou à développer certains points de votre business, vous apporter du support pour développer votre site internet, votre prospection commerciale, vos activités de recherche et développement. Voilà. Nous, on a essayé de faire quelque chose de court. C'est pas évident parce que c'est aussi le projet d'une vie, une entreprise. Donc, on pourrait parler des heures et des heures là-dessus. Mais maintenant, on a décidé de vous laisser un petit peu la parole pour les quelques minutes qui restent. Pour nous poser vos questions. On n'a certainement pas été clair sur plein de points, donc n'hésitez pas, on est là pour vous. Parfait. Merci beaucoup, mesdames. En tout cas, ça a été suffisamment clair parce que vous avez eu quelques questions, notamment Corinne. Corinne, je vous donne en gros à peu près toutes les questions qu'elle a posées au fil du workshop. Donc, il y en a certaines qui ont été répondues, mais peut-être pas dans sa totalité. Comment cela se passe lorsqu'on contracte avec un client qui se trouve en dehors du Luxembourg? Première question. Deuxième question, par exemple en Belgique, et qu'il y a un défaut de paiement ou en dehors de l'Europe, quelle TVA est appliquée, et quelle TVA appliquée par exemple aussi. Et l'impôt sur le bénéfice est applicable à partir de quel montant de gain? Alors, l'impôt sur le bénéfice, on va reprendre un petit peu, on va reprendre un petit peu dans l'ordre. Déjà, quand on contracte avec des clients, heureusement qu'on peut contracter avec des clients à l'étranger parce que nous, à Luxembourg, je ne sais pas si toutes les personnes et toutes les participantes qui sont là sont à Luxembourg, mais Luxembourg, c'est un petit pays, donc on a besoin de nos voisins et de l'international pour vivre. Donc, bien sûr qu'on contracte avec beaucoup de clients étrangers quand on est un indépendant à Luxembourg. Ce qu'il faut faire attention, mais ça c'est plutôt Aurélia qui me le répète souvent parce qu'Aurélia fait beaucoup de contentieux, elle me dit toujours que les contrats de service, il faut essayer d'attirer la clause de compétence. Donc vous voyez toujours à la fin d'un contrat de service, il y a une clause qui s'appelle clause de compétence et on essaie d'attirer cette compétence vers le Luxembourg parce que c'est quand même plus facile de se défendre dans un pays où on a quand même une certaine base et une certaine connaissance de la législation. Donc ça c'est un des c'est quand même un des points essentiels, donc pour lesquels effectivement l'acceptation des conditions générales dans certains cas est vraiment donc très importante parce que effectivement après si cette clause donc de juridiction n'a pas été acceptée, eh bien on peut se retrouver confronté à des règles de droit international privé qui n'amènent pas nécessairement à une compétence
compétence luxembourgeoise, mais ça peut donc amener à une compétence étrangère. Et bien souvent, évidemment, les entreprises ne connaissent donc pas cette législation étrangère et les conditions de travail n'ont pas été adaptées. Donc ça, c'est quand même très important de pouvoir faire valoir une clause de compétence exclusive et aussi de préciser quelle est la loi applicable au contrat, parce que là aussi, on pourrait se retrouver avec une législation étrangère qui ne dirait pas exactement la même chose que la législation luxembourgeoise et qui pourrait effectivement conduire à de mauvaises surprises. Après, moi, mon conseil de fiscaliste, pour tout ce qui est TVA et gestion de la TVA et des taxes annexes qu'on peut avoir à verser, je conseillerais d'indiquer le prix des prestations en montant brut sans tenir compte de la TVA ou d'autres impôts sur revenus, parce que on sait jamais, on n'a jamais la maîtrise de la législation et de ce qui va s'appliquer. Donc on fait ça. Je recommande toujours aux gens qui me le demandent, en fait, de préciser simplement des montants bruts, c'est-à-dire hors TVA, hors taxe. C'est beaucoup plus simple. Et au niveau de la TVA, quand on est un professionnel luxembourgeois et qu'on rend des services à un professionnel qui est établi dans l'Union européenne, en fait, on a le régime de l'auto-liquidation qui s'applique en TVA. Donc, en fait, on fait une facture hors TVA où on précise le numéro TVA du client, et c'est le client qui va ensuite contribuer à la TVA dans son pays, dans son lieu d'établissement. Donc, par exemple, si je travaille avec un client français, quand je lui émets une facture, parce que je lui rends des services, je lui émets une facture, j'émets une facture hors TVA, où j'ai au préalable vérifié qu'il avait un numéro TVA. Ça ne marche que pour des clients professionnels qui ont des numéros TVA, et lui va aller verser la TVA en France. Ça s'appelle le régime de l'auto-liquidation, en fait. Voilà. Donc voilà, pour les livraisons de biens, c'est un petit peu différent et c'est un petit peu plus complexe. Donc, on n'a pas trop le temps d'aborder le point, mais c'est en gros ça. Et pour les services qu'on va faire hors de l'Union européenne, on appelle ça une exportation. Donc, forcément, il n'y a pas de TVA à mettre sur vos factures. Mais quand on émet une facture et qu'on ne met pas de TVA, il faut toujours expliquer pourquoi, mentionner pourquoi et au titre de quel article, en fait, on exonère on ne met pas de TVA. Donc, ça peut être parce que la personne est placée, située à l'étranger, je ne sais pas moi, en Russie, aux États-Unis, ou c'est parce que c'est un professionnel qui est établi en France ou en Belgique, ou aussi c'est peut-être parce que votre activité n'est pas soumise à TVA. Ça peut arriver, c'est pas tout, c'est assez rare. Voilà. Je lève le doigt. Je vous remercie beaucoup, mesdames. Vous avez plein d'explications qui sont hyper intéressantes. Et en fait, j'ai d'autres questions. Donc déjà, ce que je tenais à dire, c'est que de toute façon, on peut suivre votre workshop en replay. Il sera en replay soit demain, soit dans la journée d'aujourd'hui. En tout cas, ça sera en cours. Donc n'hésitez pas parce que vous avez donné beaucoup de détails. C'est très intéressant l'installation au Luxembourg. Mais j'ai Laetitia qui a posé aussi une question et qui dit, y a-t-il une différence légale entre auto-entrepreneur et travailleur indépendant au Luxembourg ? Elle pose également une deuxième question, c'est concernant le contrat de bail. Est-ce qu'une adresse d'espace de coworking est légalement acceptable ? Et je pense que c'est tout au niveau des questions de Laetitia. Et après, je terminerai par une question de Stéphanie, parce que en même temps aussi, puisqu'il reste 1 ou 2 minutes. Bonjour, alors du coup ça c'est intéressant pour vous aussi, c'est quelle est la mission et la dynamique au niveau de la FFCEL et comment devenir membre. Voilà, deux questions assez intéressantes. Je vous laisse la main pour 1 ou 2 minutes et on conclura là-dessus. D'accord. En fait, à Luxembourg, le régime d'auto-entrepreneur n'existe pas. Ça, c'est un concept très français. Donc, à Luxembourg, il n'existe que des entrepreneurs, on va dire, comme vous l'aviez dit, Laetitia, je ne sais plus exactement le terme que vous aviez utilisé, mais entrepreneur indépendant. Voilà. Auto-entrepreneur, c'est un régime juridique, administratif et fiscal que la loi française a mis en place et les autorités françaises, voilà, ça n'existe qu'en France. Ça n'existe pas à Luxembourg. À Luxembourg, vous êtes soit entrepreneur individuel, soit vous avez une société pour mener vos activités commerciales. Ensuite, l'autre question, c'est sur l'espace de coworking. Oui, l'espace de coworking, donc effectivement, donc
un espace de coworking, ça peut valoir comme établissement fixe. Maintenant, il faut toujours voir concrètement de quoi on parle, parce qu'en fait, ce que va exiger le ministère des classes moyennes, pour avoir au moins un établissement fixe, c'est que une société dispose plus ou moins d'un bureau d'une dizaine de mètres carrés. Donc, effectivement, quand on parle d'espace de coworking, il faut toujours voir concrètement, effectivement, de quoi on parle. Mais effectivement, c'est tout à fait possible, car il y a de nombreux espaces maintenant, justement, qui permettent aux entreprises de s'installer, qui contiennent des petits bureaux. Donc là, la condition d'établissement fixe et de siège social est tout à fait remplie. Donc, après, en ce qui concerne la FCEL, on va finir par le meilleur. Voilà, c'est ça. Donc, en ce qui concerne effectivement la FFCEL, nous essayons effectivement d'encourager les femmes à devenir indépendantes, à développer leur entreprise. Et nous avons la dynamique d'essayer d'organiser chaque mois au moins 1 ou 2 événements, justement pour permettre à ces femmes d'échanger et de discuter entre elles, de s'aider, de développer leur réseau, etc. Comment devenir membre? Sur notre site internet, vous disposez d'un onglet adhésion. Pour devenir membre de la FFCEL, il faut tout simplement envoyer sur ce lien les statuts de votre société. Pour devenir membre, il faut être chef d'entreprise ou du moins avoir un poste décisionnel dans une société. Si vous n'avez pas encore de société, vous pouvez devenir non pas membre, mais membre observatrice, c'est-à-dire que pendant 2 ans, vous pouvez assister à toutes les réunions, à tous les événements de la FFCEL, et comme ça, effectivement, ça peut peut-être vous donner des idées pour créer plus tard votre société. Voilà. Et c'est ouvert aussi aux entrepreneurs individuels. Il faut avoir une activité indépendante. Et venez, rejoignez-nous, voilà, c'est sympa, ça fait du bien de discuter entre businesswomen, et voilà. Exactement, merci beaucoup mesdames. Quand on est en France, on peut participer aussi ou pas? Oui, il y a des adhérentes il y a des adhérentes qui sont quand on est autour du Luxembourg, pourquoi pas? C'était une des questions de Laetitia, une autre en tout cas. Bon, merci beaucoup mesdames. Je vous rappelle qu'on peut vous retrouver sur le site du salon professionnel, votre fiche partenaire, donc FFCEL. Je vous souhaite une bonne après-midi, une bonne journée, et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Merci, au revoir.